Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette série de vidéos où donc on va apprendre comment utiliser le Grindport. Donc là, c'est la première vidéo où je vais vous faire un petit peu l'introduction de ce que c'est que le Grindport et de comment essayer de mettre en place ces différents outils pour pouvoir l'utiliser. Alors, donc, on va commencer. Hop. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le Grindport? Alors, le Grindport, c'est un langage qui hérite de Java et Groovy. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que vous pouvez faire en Groovy et en Java, vous pouvez le faire en Grindport. Voilà. C'est principalement le Groovy qui va quand même influencer le Grindport au niveau de sa structure et au niveau de la manière dont on va l'utiliser. Alors, c'est un langage qui est avant tout fait donc, pour le web mining. Donc, si vous posez la question pourquoi utiliser le Grindport, c'est certainement parce que vous avez des problématiques de web mining, vous voulez récupérer des données depuis un site internet. Alors après, il y a d'autres utilisations aussi qui peuvent être intéressantes. Le Grindport est aussi assez habile pour tout ce qui est le document mining, donc c'est-à-dire c'est la fouille de documents. Donc par exemple l'interprétation de PDF, d'images par ossérisation ou des choses comme ça. Donc le web mining, pour être bien clair, c'est le fait d'envoyer un robot qui s'appelle un crawler. Donc un crawler, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui va ouvrir toutes les pages d'un site internet ou bien une série de pages prédéfinies et qui va donc ensuite en extraire les informations, qui va venir les nettoyer, qui va venir les analyser pour un petit peu les comprendre et les faire passer au travers d'un processus métier et qui ensuite va les réintégrer dans un autre système d'information. Alors ça peut être un CSV, ça peut être une base de données ou ça peut être généralement un site de CMS. Voilà. C'est le langage le plus utilisé dans le monde du e-commerce actuellement également. Donc vous allez beaucoup y être confronté si vous voulez monter un site de e-commerce, par exemple sous PrestaShop ou Magento ou sous WooCommerce. Voilà. Shopify aussi un petit peu, mais bon, on n'a pas forcément besoin, étant donné que c'est des petits sites internet, de cette technologie avec Shopify. Donc comme je vous disais aussi, c'est un crawler et un langage de programmation couplé en un en fait. On va voir un peu après comment est-ce que ça va s'articuler ça. Et également, donc, c'est plusieurs choses. C'est un EDI, c'est aussi un cloud qui va vous permettre du coup de lancer vos scripts non pas sur votre poste, mais sur donc le cloud, parce que c'est des scripts qui souvent vont tourner assez longtemps. C'est également donc une interface graphique intégrée. Voilà. Et bon, c'est aussi beaucoup d'autres choses, c'est aussi toute une suite de logiciels. Voilà. Alors, pour bien comprendre la différence du Grindport par rapport aux autres langages, on va essayer de voir quels sont les paradigmes du langage. Donc, les paradigmes du langage, c'est toutes les caractéristiques essentielles d'un langage. Bon, là, on va juste voir ce qui le différencie des autres. Principal point, c'est la notion de programmation distante que vous allez voir dans quasiment aucun autre langage de programmation. En fait, la programmation distante, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait, on va faire un seul script, mais il va permettre de faire des actions sur plusieurs systèmes différents. Voilà. Concrètement, vous avez votre PC sur lequel donc, va s'exécuter votre programme Grindport, c'est-à-dire que le crawler il va utiliser les ressources soit de votre PC, soit d'un serveur sur lequel vous allez le mettre, et donc il va utiliser la RAM, le processeur, ce genre de choses, et ensuite il va envoyer ces informations à un autre système, par exemple le site de e-commerce PrestaShop, et il va continuer à exécuter des ordres, des instructions sur ce système-là, afin que ces données-là soient enregistrées. Voilà. Donc en quelque sorte, il va programmer sur deux systèmes différents. Alors avec le Grindport, on peut programmer, donc on peut lire des fichiers sur un disque dur, on peut interagir complètement avec un PC comme la plupart des programmes, et on peut également donc lancer des instructions sur un serveur, et donc lancer des instructions en PHP ou bien programmer sur PrestaShop ou sur Magento au travers de fonctions qui sont très simples d'utilisation. Alors, également, le nul va avoir une autre signification. Donc, ça va avoir la signification dont vous êtes habitué sur les autres langages de programmation, c'est-à-dire, ça veut dire rien du tout. Mais ça veut aussi dire ne rien faire. Ou bien, ça veut dire utiliser l'action par défaut. Et vous allez voir que ça va permettre de simplifier la programmation sur beaucoup de choses. C'est un langage aussi dans lequel on insiste beaucoup sur la notion de robustesse. C'est important
quand vous faites un script de web mining, de penser à la robustesse. La robustesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre langage, on ne veut pas qu'il crache au bout de 1 heure ou deux. Voilà. Il faut qu'il arrive, il faut qu'il s'exécute et qu'il continue, un petit peu entre guillemets, quoi qu'il arrive, à s'exécuter malgré les pétouilles, les petites erreurs qui va lui arriver. Euh, En fait, pourquoi ça? Parce que c'est assez agaçant quand vous développez un script de web mining de le lancer, puis ensuite, au bout d'une heure, de voir que il a planté parce qu'il y avait une erreur à cet endroit-là. Du coup, vous corrigez cette erreur, ensuite vous le relancez, et là, vous apercevez que 2 heures plus tard, il a encore craché parce qu'il y a eu une erreur. Du coup, vous revenez sur la programmation et ainsi de suite. Vous allez perdre beaucoup de temps si vous ne programmez pas de manière robuste. Donc le Grimport, c'est de toute manière un langage qui va vous inciter à programmer de façon robuste. On va essayer d'éviter au maximum les erreurs nulles, qui sont les plus fréquentes. Les erreurs null pointer exception, voilà, c'est-à-dire c'est quand vous avez un pointeur qui est nul. Donc pour pouvoir éviter ça, le langage, il est entièrement fonctionnel. Vous pouvez utiliser de la programmation orientée objet avec le Grimport. C'est possible étant donné que ça hérite de Java et de Groovy qui sont des langages qui sont orientés objet. Mais le Grimport va introduire tout un tas de fonctions en style fonctionnel, donc il sera préférable d'utiliser pour des raisons de robustesse, en fait. Voilà. Et également, toutes les fonctions du Grimport, il faut savoir qu'elles ont des fonctionnalités un petit peu intelligentes qui vont essayer, si jamais à un moment donné vous introduisez une donnée un petit peu aberrante pour la fonction, qui vont essayer justement de la digérer, de la comprendre et d'en faire toujours quelque chose. Au cas où vous n'auriez pas pensé à un détail, la fonction, elle essaye d'y penser entre guillemets pour vous. Par exemple, si vous ne castez pas un string en un int, la fonction, elle va vous le faire pour vous. Si jamais à un moment donné vous oubliez une donnée, la fonction elle va entre guillemets réfléchir d'elle-même et elle va se dire en fait c'est ça qu'il aurait certainement voulu utiliser. Alors ça va pas non plus trop loin parce qu'une trop forte interprétativité ça aurait tendance à introduire un comportement aléatoire, mais dans une grande mesure toutes les petites choses qui seraient enfin, les erreurs qui pourraient y avoir. Par exemple, si vous mettez au lieu d'un tableau une donnée, eh bien, elle va vous transformer cette donnée en un tableau de taille 1 avec cette entrée dans le tableau, quoi, voilà. Avec un tableau du coup avec une seule entrée. Toutes les choses un petit peu évidentes comme ça, là, il va les corriger de lui-même, le Grimport. Également, le Grimport, c'est beaucoup de technologies préintégrées. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en web mining, on va dépendre aussi de beaucoup de technologies extérieures. Vous avez un CAPTCHA sur le site que vous voulez crawler, il va falloir utiliser un anti-CAPTCHA. Donc, pour ça, il va falloir faire appel à une API. Vous voulez traduire du coup toutes les fiches de votre site de e-commerce dans 25 langues, on va avoir besoin de l'API Google ou de l'API DeepL par exemple. Vous voulez faire varier les descriptions des produits, on va avoir besoin de ChatGPT. Donc en web mining, étant donné que très souvent on a besoin comme ça de technologies extérieures, plutôt qu'à chaque fois d'avoir à reprogrammer l'API dans votre script, ces API sont déjà préintégrées en fait. Voilà. Et dernier point, il y a beaucoup d'outils d'assistance en fait qu'on va vous mettre à disposition avec Grimport Crawler qui est donc l'EDI de Grimport. Par exemple, si jamais à un moment donné vous devez faire du reverse engineering sur un site internet, eh bien, il y a tout un tas d'outils qui vont vous aider à le faire de façon efficace plus rapidement. Également, il y a toute une méthodologie dans les différentes fonctions qui vont vous être proposées en Grimport que vous êtes fortement incité à respecter parce que ces méthodologies vont vous permettre de gagner du temps. Donc le Grimport vous incite à utiliser tout ça et à aller dans cette direction-là. Voilà. Et j'ajoute un dernier petit paradigme sur le Grimport, c'est qu'il s'intègre parfaitement dans cette grande tradition des logos horribles des langages de programmation. Comme vous voyez, il est tout rose avec des petits pois. C'est magnifique. Et ça, c'est un classique de tous les langages de programmation, je dirais. Alors,
Donc, bon, on en a beaucoup parlé. Là, maintenant, on va peut-être commencer à l'installer. Donc, pour ça, vous allez ici et on va aller dans Télécharger Grimport Crawler. Alors, si vous avez Windows et en web mining, c'est plutôt bien quand même d'être sous Windows. Vous cliquez ici, ça va télécharger du coup le programme. Si jamais vous êtes sous Mac ou sous Linux, là, on va passer plutôt par un run.jar, même si des installeurs sont actuellement en cours de développement, qui sont propres à Mac et à Linux. Et donc, une fois que vous avez téléchargé ce run.jar, vous allez pouvoir le lancer avec une fonction, avec la commande qui est ici. Voilà. Hop. Alors là, on va faire l'installation sous Windows. Voilà. C'est le message habituel. Donc là, on va accepter le contrat. Alors, je vous conseille de vous mettre en mode développeur étant donné que vous avez développé des scripts. Si vous avez des clients qui vont devoir utiliser aussi le script, parce qu'ils vont devoir parfois le reparamétrer au travers d'une interface graphique, là, eux pourront ne pas le mettre en mode développeur et ça va leur mettre une interface un peu plus simple. Mais bon, là, on va en avoir besoin de ça. Donc, vous installez le programme. Voilà, là, ça va le télécharger pour le mettre à jour. Ouais, alors là, ça demande d'arrêter tout ce qui est Java. Bon, je passe un peu en accéléré. Et voilà, donc là, Grimport est installé. Je vais pouvoir... Alors, avant de le lancer, on va peut-être aussi parler de tous les autres logiciels qu'on va utiliser avec le Grimport. Donc, je vous conseille de déjà installer Fiddler Classic. Prenez bien Classic et pas le Everywhere. Ça va être pour intercepter des requêtes. Je vous conseille également donc, un gestionnaire de clipboard qui va vous permettre du coup là d'avoir des copies, parce qu'on fait beaucoup de copier-coller, on manipule beaucoup de données, donc ce genre de choses c'est important. Également Notepad++ pour explorer du texte, des XML, des choses comme ça. Et on va également devoir installer Xampp. Et là, je vais vous faire une démo donc, sous PrestaShop. On va essayer d'intégrer des données d'un site internet externe dans un PrestaShop pour importer des produits. Et bon, ça, on verra un petit peu après. Alors, donc, on va lancer Grimport Crawler. Voilà. Et je vais vous prendre du coup un script. Hop. Donc là, vous avez un petit exemple. Alors, déjà, vous voyez une caractéristique importante du Grimport, c'est qu'il y a souvent une logique en triple script. Donc ça, c'est une logique de crawler. Ce script-là, le script initial, c'est celui qui va se lancer au tout début, donc quand vous allez lancer le programme. Le script for page, c'est celui qui va être exécuté à chaque page. Donc par exemple, si vous devez importer des produits d'un site de e-commerce, eh bien là, on va mettre donc toute la programmation, donc l'essentiel, c'est-à-dire pour chaque fiche produit, où est-ce qu'on vient prendre le titre du produit et comment on fait l'ajout du produit donc dans PrestaShop, etc. Voilà. Et le script final, c'est un script qu'on va lancer à la fin, quand le crawler va être terminé. Donc par exemple, là on va venir essayer de traiter des doublons, on va venir faire un rapport pour compter les résultats, ce genre de choses. Voilà. Tandis que là, ici, par exemple, sur le script initial, on va plutôt faire l'identification du site internet, c'est-à-dire rentrer le login, mot de passe du site internet parce qu'on va en avoir besoin juste après, et tout un tas d'autres choses qu'on pourra mettre. Pas toujours besoin de faire un triple script comme ça, et si c'est le cas, vous pouvez passer du coup à un script simple. Donc un script simple, c'est un script traditionnel, c'est-à-dire que vous faites tout d'un seul bloc. Voilà. Donc sur la gauche ici, vous avez les différents scripts que vous avez programmés, et ici, ce sont les sites que vous avez interfacés. Donc si vous voulez interfacer un site, vous le faites ici, et il faut généralement fournir son lien de communication. Vous pouvez vous interfacer avec différentes choses, avec Shopify ou bien avec des bases de données. Voilà. Tous les scripts qui ne sont pas interfacés avec des sites, on va les retrouver dans scripts locaux. Et le reste, on va les retrouver du coup dans les sites internet ici. Voilà. Hop. On a ici l'onglet de test dans lequel on va pouvoir justement faire des tests du coup, sur une seule page. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un test sur une seule page?
Le script initial se lance et le script for page ne se fait qu'une seule fois sur cette seule et unique page. Voilà, ça permet, avant de lancer sur tout le site internet, de vérifier si le script est correct pour une seule page web. Voilà. Et là, vous avez tout un tas de petites options qui vont vous permettre de jouer, enfin de deviner les sélecteurs CSS et les expressions régulières. Ça, on verra après. Ici, là, vous avez des boutons pour lancer le script, et là pour le paramétrer. Donc ça, c'est pour les lancer en mode debug, ça, c'est pour les lancer pas en mode debug. Voilà, ça, ce sont les options que je peux mettre sur le script. Ça, c'est un petit peu des options pour le mode debug, voilà, pour arrêter un script et pour relancer en mode pas à pas. Ici, j'ai un lanceur de script donc, qui va me permettre du coup de faire des lancements programmés avec des options. Voilà. Ou bien de générer ici donc, des GRL qui sont en fait des fichiers sur lesquels je peux directement double-cliquer pour lancer les scripts. Voilà. Je peux aussi ici, au travers d'un gestionnaire de cron, enfin, où là je peux gérer mes tâches cron, c'est-à-dire mes tâches planifiées, je peux planifier des scripts, le lancement de scripts à intervalles réguliers. Voilà. Ça encore, ce sont des options pour les débuggers. Là, je peux accéder au dossier du coup de Grimport Crawler. Alors, dans ce dossier, je pense qu'on verra ça un petit peu plus tard, mais il y a des informations auxquelles je vais avoir besoin. Et ça, c'est donc pour importer un fichier Grimport. Donc, c'est les fichiers GRL pour le lancement, GRS pour l'interfaçage avec un site, et GRC, ce sont les fichiers que je peux générer ici à partir, donc, qui en fait sont les fichiers du script. Voilà. C'est-à-dire que si jamais j'importe un GRC, bah, j'importe un script, quoi. Voilà. Ça permet de transporter un script d'un ordinateur à l'autre. Là, donc, vous avez vu l'onglet sur le script. Là, ce sont donc les options que je vais pouvoir mettre sur mon crawler. Voilà. On verra ça ultérieurement. Ici, donc, j'ai un assistant. Bon, là, il affiche en fait rien, mais ça me permet en fait de créer des interfaces graphiques. Donc, par exemple, si je fais Toto, hop, variable, allez, hop, on va faire comme ça. On va la mettre à 1, hop. Et donc là, vous voyez que là, j'ai un champ que je vais pouvoir modifier. Voilà, et ça va impacter du coup sur le script. Et là, donc, j'ai tout ce qui va me permettre de gérer le cloud. Voilà, donc, c'est comme ça que c'est structuré. Je vais présenter ici l'onglet debugger qui est ici grisé. Donc, il va s'activer quand on va faire du debugging. Voilà. Alors, on va maintenant, pour pouvoir faire donc, notre apprentissage, installer PrestaShop. Alors, je vais d'abord ici télécharger XAMPP. Voilà. Donc, XAMPP, c'est un serveur virtuel sur votre ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait, avec XAMPP, je vais pouvoir exécuter un site internet, mais sur mon ordinateur, en quelque sorte. Voilà. Je vais installer du coup sur ce serveur virtuel PrestaShop qui est ici. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les anciennes versions de PrestaShop. PrestaShop. Hop. Voilà. Et bon, pas forcément la dernière. Là, allez, je vais prendre la dernière pour les vidéos, mais souvent, je vous conseille d'en prendre une un peu plus ancienne parce qu'elles ont parfois des bugs. Donc là, vous mettez n'importe quoi et donc ça va vous télécharger du coup l'archive du coup de PrestaShop que j'ai déjà là. Hop. On va tout de suite l'ouvrir. Donc, PrestaShop donc, est ici dans une autre archive zip. Et ici, vous voyez, il y a le fichier installation PrestaShop. Donc, je l'ouvre. Voilà. On va tout de suite aller dans MISC Information pour voir quelles sont quelle est la version PHP requise pour cette version de PHP, de PrestaShop. Donc là, on nous dit qu'il faut une version PHP au moins 7.2. Donc ça, c'est très important parce que ça va conditionner en fait le XAMPP qu'on va pouvoir sélectionner. Donc là, vous voyez que je veux du coup une version de XAMPP qui soit en fait qui ait un PHP 7.2.
Comme vous le voyez ici, il n'y a que des versions XAMPP à 8, et là en dessous c'est pour Linux et pour Mac. Donc là ça va pas m'aller. Moi je vous conseille quand même de prendre une version de PHP qui soit très proche de celle qui vous est demandée, toujours quand même supérieure. Donc du coup on va aller dans plus de téléchargement. Je vais prendre l'exemple pour Windows. Et je sais pas, on va télécharger, allez, une version 7.4. Donc la version exemple, c'est la même que la version PHP qui est contenue. Voilà. Donc, je vais télécharger celui-là. On va prendre, je sais pas, là, l'installeur. Vous voyez, c'était celui où il y avait là le plus de téléchargement. Et donc je vais faire cette installation classiquement et puis je vous retrouve juste après. Voilà, alors j'ai fini d'installer Xampp et donc j'ai aussi des IP PrestaShop. Alors, donc, hop, je vais vous montrer comment est-ce qu'on doit paramétrer du coup Xampp. Donc, on va aller dans le répertoire de Xampp. Ouais, moi je l'ai installé sous Xampp 4, mais vous ce sera sous Xampp normalement. Donc, la première chose qu'il va falloir faire ici, vous voyez, c'est faire propriété, hop, compatibilité, et ici vous cochez bien, ici, exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Faites ça ici pour ces 3 programmes. Voilà. On va lancer Xampp maintenant. Il faut bien que ça se lance du coup avec ce panneau. Et voilà. Alors là, vous voyez, Apache et MySQL doivent être lancés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ici les présélectionner. On va directement aller du coup dans la configuration php.ini. Voilà. Et du coup, on va s'intéresser aux DLL, voilà, qui sont ici. Non, je dis une bêtise, ce sont les extensions, pardon, qui sont là. Donc voilà, on va avoir besoin d'un certain nombre d'extensions qui sont requises. CURL, Intel, ça va être requis. Donc quand vous en avez besoin, vous les décommentez. Ceci, voilà, en enlevant le point virgule. Et et je pense que c'est à peu près tout. Il y a aussi, ouais, SOAP, ça peut être utile. Et bon, normalement, s'il y a OpenSSL, ouais, moi je la mettrai quand même celle-là. Voilà. Vous fermez, vous enregistrez, on va redémarrer du coup Apache. Et maintenant, on va mettre du coup notre PrestaShop dans le fichier htdoc. Donc moi je vais faire un PrestaShop 2, hop, voilà. Alors contrairement à ce que j'ai dit précédemment, on va utiliser plutôt PrestaShop 1.7.8.6 parce que j'ai eu des problèmes avec la 1.8 que je vous ai montré. Souvent, comme je l'ai dit, les dernières versions de PrestaShop ne sont pas forcément au point. Voilà, donc en fait, pour que tout soit clair, hein, j'ai téléchargé la 1.7.8 que j'ai mis dans htdoc, donc ici, et j'ai créé du coup la base de données voilà, 1.7.1. Voilà. Et du coup, hop, donc on va procéder à l'installation de PrestaShop donc en allant sur cette adresse qui est où là vous retrouvez du coup le dossier que j'ai mis dans htdoc, dans localhost. Voilà, donc c'est le serveur virtuel. Hop, donc, hop là, mail. Hop. Donc ici, je vais mettre du coup la base de données que j'ai créée pour ce PrestaShop là. Voilà. Normalement, vous pouvez laisser ces accès-là, root et pas de mot de passe. Normalement, c'est l'accès par défaut qui fonctionne. Vous pouvez aussi créer un accès si vous le souhaitez. Ici, je vous conseille de laisser ça. Vous pouvez sinon mettre localhost, ça marche aussi normalement. Donc là, j'ai dû faire une faute d'orthographe. Ah, parce qu'il y a un espace. Hop. Voilà, là ça fonctionne. Hop. Et donc là, le processus d'installation est lancé. Je vous retrouve juste après. Alors, l'installation vient de terminer. Du coup, maintenant, j'ai accès à deux choses. Le front office, où je peux voir du coup la boutique sur mon serveur virtuel, voilà, avec des produits tests. Et du coup, l'administration, le back-office qu'on va donc utiliser. Voilà.
Nanana, oui, c'est vrai qu'il faut supprimer du coup donc, le dossier d'installation. Voilà, pour des problèmes de sécurité. Donc, je le supprime. Hop, et voilà. Et du coup là, je peux m'identifier. Et voilà, là je suis sur, sur du coup PrestaShop. Donc maintenant qu'on a fait cette installation, on va installer du coup le module qui va permettre du coup l'interfaçage entre Grimport Crawler et PrestaShop. Le module, donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va recevoir des informations du crawler, le crawler qui va aller du coup sur le site qu'on va cibler. Il va les envoyer au module, qui va les interpréter et qui va permettre du coup l'insertion des données dans PrestaShop de manière plus simple. Voilà. Hop. Donc, hop là. Je vais prendre le module qui est ici, voilà, qui s'appelle megaimporter.zip. Alors, ce module, normalement, il est payant. Si jamais vous n'en disposez pas et que vous voulez juste voir comment est-ce que ça marche, vous pouvez à la place utiliser du coup le module pour WordPress, qui est gratuit pour le coup. Donc pour ça, il est sur Store Interfacer dans Intelligent Importer. Là, voilà, il est là, vous voyez. Vous pouvez le télécharger et vous faites un petit peu comme j'ai fait là, une installation du coup de WordPress sur un localhost et vous importez du coup ce module et ensuite la procédure est la même. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais donc dans configurer et je vais utiliser du coup ce lien-là, interfacer ce site avec le développeur Grimport. Voilà. J'ai un petit fichier là en GRS que je vais pouvoir ouvrir. Si jamais il n'est pas associé, vous pouvez l'associer du coup avec Grimport Crawler dans le répertoire dans lequel vous l'avez installé. Et du coup là, il est en train de s'ouvrir. Et là, l'interfaçage va se faire. Voilà, là, vous voyez, j'ai le site test là, en fait, que j'ai mis en place. Et là, vous voyez que ici, donc, il a rempli du coup l'URL du back-office. Et là, donc ici, j'ai le lien de connexion. Donc, si j'avais voulu ne pas passer par ce fichier, j'aurais pu ici faire un nouveau site interfacé. Là, je lui mets un nom et je mets le lien de connexion. Et puis, je peux mettre le back-office qui va m'apporter des options en plus. Le lien de connexion, hop, vous le trouvez juste là en dessous. Voilà. Donc vous pouvez le mettre là. Et en fait, si je faisais ça, ça serait la même chose. Voilà. Donc là, je suis interfacé et je vais pouvoir enfin commencer à programmer du coup en Grimport.